Lorsque l'on branche le moteur à une source de tension triphasée, en laissant le rotor suivre le champ tournant, on dit que le moteur est en boucle ouverte. En fait, le rotor suit le champ tournant sans le contrôler. Pour faire démarrer le moteur lorsqu'il est en boucle ouverte, on a plusieurs possibilités. On peut le faire démarrer en l'alimentant à fréquence variable. La trace jaune en haut montre la tension d'une des phases du moteur. La trace rose en bas indique la position du rotor. Dans le cas d'un démarrage en boucle ouverte à fréquence variable, l'accélération du champ tournant doit être bien maîtrisée afin que le rotor puisse le suivre. Lorsque l'on ne dispose que d'une alimentation à fréquence fixe, le 50 Hz du secteur par exemple, on est alors obligé de le faire démarrer avec un moteur auxiliaire. Lorsque le rotor du moteur atteint une vitesse proche de celle du champ tournant, il se synchronise avec celui-ci. Voilà, il est synchronisé. Le stroboscope permet de se déplacer avec le champ tournant. Pour charger le moteur synchrone à aimant permanent, on utilise un frein à cabestan. Celui-ci est constitué d'une ficelle qui frotte sur la roue accouplée au moteur. Une extrémité de la ficelle est reliée à un point fixe et l'autre à un dynamomètre. Plus on tire, plus le frottement sur la roue augmente et charge ainsi le moteur. Lorsque l'on charge le moteur lorsqu'il est en boucle ouverte, on remarque que la flèche, marquée sur le rotor, se déplace dans le sens opposé à celui de rotation. Ce déphasage est visible au niveau des traces de l'oscilloscope. Autrement dit, pour pouvoir fournir le couple demandé, le moteur adapte son angle epsilon en se décalant par rapport au champ tournant. Dans ce cas, la tension induite se retrouve en retard sur la tension d'alimentation. L'angle epsilon est négatif. L'angle epsilon est déterminé par l'intersection de la caractéristique de couple du moteur et le couple résistant. Ceci est valable quel que soit le régime de fonctionnement du moteur. Ainsi, si l'on charge le moteur négativement, c'est-à-dire qu'on l'entraîne en génératrice, l'angle epsilon augmente afin de s'opposer à toute variation de vitesse. Dans ce cas, l'angle epsilon devient positif. Si l'on augmente trop la charge du moteur, celui-ci finit par décrocher, car l'angle epsilon ne peut s'adapter indéfiniment pour conserver la vitesse du champ tournant. On peut nettement améliorer les performances du moteur en asservissant la commutation des phases sur la position du rotor. Le moteur fonctionne alors en boucle fermée. Le but est de produire un couple optimal en minimisant, ou mieux en supprimant le déphasage entre le courant de phase et la tension induite. En boucle fermée, le moteur peut démarrer seul
car la commutation des phases du moteur s'effectue toujours au bon moment grâce aux capteurs matérialisés par des sondes de Hall. Pour des questions de visibilité, la tension de phase du moteur, hachée, est filtrée. Sa vitesse est proportionnelle à la tension d'alimentation de ces phases. À l'aide du stroboscope, on peut mettre en évidence l'angle de commutation. On constate que si la tension d'alimentation, donc la vitesse, augmente, l'angle epsilon, lui, ne varie pas. Maintenant que le moteur tourne à vitesse constante, déterminée par la tension d'alimentation, on va le charger. Plus on augmente la charge, plus il ralentit. Par contre, son angle de commutation reste constant. Ici, on régule le moteur en vitesse afin de garder la même tension induite et le même couple de frottement. Dans ce cas, plus on charge le moteur, plus le courant consommé augmente. Le couple que le moteur fournit est proportionnel au courant de phase. Ces caractéristiques tension-vitesse, couple-vitesse et couple-courant sont tout à fait analogues à celles d'un moteur à courant continu classique, raison pour laquelle ce moteur est aussi appelé moteur à courant continu sans collecteur, ou encore moteur autocommuté. En gardant une même tension d'alimentation, on peut sensiblement modifier les performances du moteur en modifiant l'angle de commutation. Dans le montage suivant, on a remplacé les capteurs internes du moteur par des capteurs externes dont on peut faire varier la position. On peut ainsi modifier l'angle de commutation du moteur. Si l'on augmente l'avance à la commutation, la vitesse du moteur augmente. On passe alors par un optimum où la vitesse est maximale. Au-delà, elle diminue. Si par contre on applique du retard à la commutation, les performances du moteur se dégradent. Cela va jusqu'à l'arrêt complet et même le départ en sens contraire. On peut très bien, sur une courbe, représenter l'évolution de cet angle pour différentes vitesses. Plus on veut aller vite, plus il faut introduire d'avance à la commutation. L'angle de commutation a également une influence sur le courant consommé. Là aussi, on passe par un optimum qui correspond à un angle légèrement négatif. En effectuant une série de mesures à différentes vitesses, on peut encore déterminer l'angle de commutation optimum pour avoir le meilleur rapport couple sur courant. On remarque que cette fois, la valeur d'epsilon varie sur une plage beaucoup plus restreinte que lors de la recherche de la vitesse maximale. Pour ces raisons, la plupart des fabricants de moteurs fixent cet angle de commutation à 30 degrés, ce qui correspond au meilleur compromis performance-consommation.
Dans la pratique, pour déterminer la position du rotor, on utilise généralement des sondes de Hall. Ces sondes renvoient un signal binaire indiquant la polarité du champ magnétique qu'elles voient. En recoupant les signaux obtenus à partir de 3 sondes de Hall décalées entre elles de 120 degrés, on peut savoir dans quel sixième de période électrique est orienté le rotor. Selon les applications, les capteurs sont gênants car ils requièrent de la place, coûtent et peuvent compromettre tout le système si l'un d'eux tombe en panne. Une alternative de plus en plus en vogue consiste à détecter la position du rotor en se passant de capteurs directs, ou plutôt en se servant du moteur lui-même comme capteur. La commande à 120 degrés présente un avantage indéniable pour ce type de contrôle, ce qui explique pourquoi elle s'est tellement imposée ces dernières années. En effet, en laissant chaque phase flottante le tiers du temps, la commande à 120 degrés permet d'observer directement la tension induite durant ces intervalles. On peut alors repérer les passages par zéro de la tension induite et en déduire la position du rotor. Cette méthode n'est pas utilisable à basse vitesse car la tension induite, proportionnelle à la vitesse, est trop faible pour être distinguée du bruit. De même, le démarrage du moteur s'effectue souvent en boucle ouverte, avec toutes sortes de procédures pour le faire démarrer directement dans le sens voulu. Cette méthode de pilotage est parfaitement adaptée à la majorité des applications de ces moteurs.